Ma femme a hurlé à travers la salle à manger, le visage déformé par une rage que je ne lui avais jamais vue. « Excuse-toi auprès de mon frère ou sors de chez moi. » 14 paires d'yeux se sont braqués sur moi, les fourchettes figées en l'air, les verres de vin suspendus dans des mains tremblantes. Son frère, Maxime, était assis là avec ce sourire en coin que j'avais fini par haïr au cours des 6 dernières années. Le même sourire qu'il arborait lorsqu'il m'avait traité de raté devant tout le monde, lorsqu'il s'était moqué de ma carrière, lorsqu'il avait suggéré que ma femme aurait pu trouver mieux. Tout le monde s'attendait à ce que je cède, que je m'excuse, que je supplie. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis levé lentement, je me suis dirigé vers Maxime, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai prononcé une seule phrase qui a plongé toute la pièce dans le silence. Et 20 minutes plus tard, l'image de leur famille parfaite s'est effondrée si complètement que 3 mariages ont pris fin ce soir-là, y compris le mien. Je m'appelle Guillaume. J'ai 38 ans. Et jusqu'à ce samedi soir d'octobre, je pensais avoir un mariage décent. Pas parfait, mais assez solide. Ma femme, Laure, et moi étions ensemble depuis 8 ans, mariés depuis 6. Nous vivions dans un pavillon confortable en banlieue parisienne, nous avions des emplois corrects, pas encore d'enfants, mais nous en parlions. Je travaillais comme ingénieur en aérospatial dans une entreprise de taille moyenne, gagnant environ 85 000 € par an. Un bon salaire, une carrière stable, rien de tape à accent grave-l'œil, mais un travail respectable que j'aimais vraiment. Laure travaillait dans le marketing pour une agence boutique du centre-ville et gagnait environ 50 000 €. À nous deux, nous nous en sortions bien, mieux que la plupart des couples de notre âge. Nous avions de l'épargne, des investissements, nous prenions de belles vacances. De l'extérieur, on avait probablement l'air d'avoir tout réussi. Mais si vous avez été marié un certain temps, vous savez que ce que les gens voient de l'extérieur correspond rarement à ce qui se passe derrière les portes closes. Et dans notre cas, le problème avait un nom, Maxime Mercier, le frère aîné de Laure. Maxime avait 42 ans, grand, avec ce physique de playboy qui laissait supposer qu'il avait réussi avant même d'ouvrir la bouche. Il dirigeait une société de promotion immobilière que son beau-père lui avait essentiellement offerte sur un plateau. Maxime aimait se présenter comme un homme qui s'était fait tout seul, mais tous ceux qui connaissaient la véritable histoire savaient qu'il avait épousé l'argent et la position sociale. Sa femme, Diane, venait d'une vieille famille bourgeoise, le genre de famille qui possédait des résidences secondaires sur la côte depuis 3 générations. Dès le premier jour de ma relation avec Laure, Maxime avait clairement fait comprendre qu'il ne me trouvait pas assez bien pour sa sœur. Il ne le disait jamais directement au début. Juste des petites remarques ici et là. Ingénieur aérospatial, hein? C'est un boulot stable, j'imagine. Ou bien, Laure, tu es sûr que tu ne veux pas sortir avec quelqu'un qui a un peu plus d'ambition? Toujours dit avec un sourire, toujours suivi d'un « je plaisante », mec quand il voyait ma réaction. Mais au fil des années, les commentaires sont devenus plus acerbes, plus pointus. Et Laure, au lieu de me défendre, se contentait d'en rire. C'est juste Maxime qui fait du Maxime, disait-elle. Il ne pense pas à mal. Le dîner qui a tout changé était censé être une fête. Les parents de Laure, Robert et Michel, renouvelaient leurs vœux après 40 ans de mariage. Une grande réunion de famille chez eux, un traiteur, la totale. La sœur cadette de Laure, Amandine, était là avec son mari Cédric, Maxime et Diane bien sûr, l'oncle et la tante de Laure, quelques cousins, 14 personnes au total, tous sur leurs 31, faisant semblant d'être une grande famille heureuse. J'ai su que ça allait être pénible quand Maxime est arrivé dans sa nouvelle Tesla et a immédiatement commencé à raconter comment il l'avait payé comptant. Je ne pouvais même pas faire tenir tous les billets dans la mallette, plaisantait-il, bien que personne ne sache s'il plaisantait vraiment. J'ai dû utiliser 2 sacs. Mais quand on conclut une affaire comme celle que je viens de signer, on se fait plaisir. Avant de continuer, pensez à vous abonner, commenter et liker cette vidéo. Votre engagement aide cette chaîne à grandir et apporte plus d'histoires comme celle-ci aux personnes qui ont besoin de les entendre. Laissez un commentaire ci-dessous sur un moment où quelqu'un vous a sous-estimé. Je lis chacun d'entre eux. Le dîner a commencé assez agréablement. La mère de Laure s'était surpassée pour la décoration, des roses blanches et des bougies partout, une musique douce en fond sonore. Son père a fait un discours touchant sur 40 ans de mariage, sur le partenariat et l'engagement. Nous avons tous levé nos verres. Tout était parfait, comme sur une photo. Puis est arrivé le plat principal, et avec lui le besoin de Maxime d'être le centre de l'attention.
Alors, Guillaume, dit Maxime assez fort pour que toute la table entende. Tu travailles toujours sur ces. Comment tu appelles ça? Des pièces de fusée. Des composants satellites, ai-je corrigé calmement. Pour les satellites de communication. C'est ça, dit Maxime en coupant son pavé de bœuf. Ça a l'air passionnant. Et le salaire, ça donne quoi ces jours-ci? Toujours dans la moyenne basse. La table s'est tue. Tout le monde savait où cela menait. Ils avaient déjà vu Maxime faire ça. Je m'en sors bien, dis-je simplement, ne mordant pas à l'hameçon. Bien, répéta Maxime, comme si le mot avait un drôle de goût dans sa bouche. C'est exactement de ça que je parle, Laure. Tu n'as jamais envie de plus que le bien? Tu ne veux pas du grandiose? De l'exceptionnel? Laure remua inconfortablement sur sa chaise, mais ne dit rien. Maxime, dit doucement sa femme Diane. Peut-être qu'on devrait. Non, je dis juste, continua Maxime, s'échauffant. Regarde ce que j'ai pu offrir à Diane. La villa sur les hauteurs, les voitures, les vacances de luxe 2 fois par an. C'est ce qu'un homme devrait pouvoir donner à sa femme. Pas juste bien, pas juste adéquate. Je sentis ma mâchoire se serrer, mais garder une voix égale. Les gens accordent de la valeur à des choses différentes, Maxime. Tout le monde ne mesure pas le succès à la taille de sa maison. Bien sûr que non, dit Maxime avec ce sourire condescendant. Certains le mesurent à la taille de leur ambition, ou dans ton cas, à son absence. Maxime, intervint enfin Robert, le père de Laure. Ça suffit. Papa, je suis juste honnête, dit Maxime en levant les mains en signe d'innocence simulée. Quelqu'un doit bien lui dire. Guillaume est un type sympa, bien sûr, mais les types sympas finissent dernier. Laure mérite quelqu'un qui va vraiment prendre soin d'elle, pas quelqu'un qui se contente de vivoter dans une carrière médiocre. Le mot médiocre m'a frappé comme une gifle. Je m'étais démené pour en arriver là où j'étais. 2 ans de classe prépa, 3 ans d'école d'ingénieur, d'innombrables semaines de 60 heures pour faire mes preuves dans un domaine incroyablement compétitif. Je détenais des brevets. Mon travail était littéralement en orbite autour de la Terre en ce moment même, aidant les gens à communiquer à travers les continents. Et ce fils à papa, qui n'avait jamais rien gagné par lui-même, qualifiait ma carrière de médiocre. Tu sais quoi, Maxime, dis-je en posant soigneusement ma fourchette. Je pense que tu as bien fait passer ton message. Ah bon? Maxime se recula dans sa chaise, s'amusant désormais. Toute la table regardait. Parce que de là où je suis assis, tu n'as pas l'air de comprendre. Ma sœur aurait pu épouser n'importe qui. Elle est belle, intelligente, elle réussit par elle-même. Et elle t'a choisi, toi. Quelqu'un qui est juste bien. Juste adéquate. Juste médiocre. Maxime, arrête, dit Laure, mais sa voix était faible, incertaine. Je dis juste ce que tout le monde pense, serait, continua Maxime. Aux réunions de famille, quand on parle de ce que chacun fait, on parle de mon dernier projet immobilier. Le mari d'Amandine, Cédric, vient de devenir associé dans son cabinet d'avocat. Même les cousins font des choses intéressantes. Et puis on arrive à Guillaume et ses genres, ouais, il fait toujours son truc de satellite. Rien de nouveau, rien d'excitant, juste le même vieux train-train. J'ai regardé Laure, attendant qu'elle me défende, qu'elle dise à son frère qu'il dépassait les bornes, qu'elle lui rappelle que j'étais son mari et que je méritais le respect. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ses yeux se sont baissés vers son assiette. C'est à ce moment-là que j'ai su que je l'avais perdu quelque part en chemin, et que j'avais été trop occupé à travailler, trop occupé à essayer d'être à la hauteur pour le remarquer. En fait, Maxime, dis-je en me levant lentement. Je pense qu'il y a quelque chose que tout le monde devrait savoir. La pièce devint silencieuse. Le sourire narquois de Maxime s'élargit, pensant que j'allais faire une scène dont il pourrait se moquer plus tard. La raison pour laquelle tu as pu conclure toutes ces grosses affaires immobilières, continuai-je calmement, c'est parce que ton beau-père détourne de l'argent des placements de retraite de ses clients pour les injecter dans tes projets. Je le sais parce que je gère les contrats aérospatiaux pour ce même fonds d'investissement. J'ai vu les documents. Le visage de Maxime devint livide. Le verre de vin de Diane glissa de sa main, le vin rouge s'étalant sur la nappe blanche comme du sang. C'est un mensonge, dit Maxime, mais sa voix se brisa. Ce n'en est pas un, dis-je simplement.
Ta société de promotion est techniquement rentable sur le papier, mais seulement parce que tu obtiens des prêts à des taux qui n'existent pas sur le marché réel. Des prêts garantis par l'argent des retraites qui est censé être dans des investissements sûrs, pas pour soutenir tes projets immobiliers commerciaux hasardeux. Je documente tout ça depuis des mois, en essayant de décider quoi faire. Robert, le père de Laure, se leva brusquement. Est-ce que c'est vrai? Diane fixait son mari avec une horreur grandissante. Maxime, dis-moi que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que ça peut faire? Comment j'obtiens l'argent, dit Maxime, perdant son sang-froid. Les projets sont des succès. Tout le monde gagne de l'argent à la fin. Sauf les retraités qui comptent sur ce fonds pour vivre quand ils en auront besoin, dis-je. Sauf les gens dont les économies d'une vie sont utilisées comme ta banque personnelle. Laure m'attrapa le bras. Guillaume, qu'est-ce que tu fais? Ce que j'aurais dû faire il y a des mois, dis-je en la regardant, dire la vérité. Ton frère me traite de raté, qualifie ma carrière de médiocre alors que pendant tout ce temps il commettait une fraude, et tu l'as laissé faire. Le dîner a explosé après ça. Diane criait sur Maxime, exigeant de savoir quels autres mensonges il lui avait racontés. Robert était au téléphone, appelant probablement quelqu'un au sujet de la situation du fonds. Michel pleurait. Amandine et Cédric essayaient de calmer tout le monde tout en ayant l'air horrifié par la révélation. Et Laure? Laure me fixait comme si j'étais un étranger. Tu as humilié ma famille, dit-elle doucement, la voix tremblante. Ton frère m'a humilié pendant des années, répondis-je. Tu l'as laissé faire. Toute cette famille l'a laissé faire. Ce n'est pas la même chose, dit Laure. Maxime plaisantait juste. Toi, tu viens de détruire son mariage, sa réputation, tout. J'ai regardé ma femme. Je l'ai vraiment regardée et j'ai vu quelque chose que je refusais de voir depuis longtemps. Elle n'était pas bouleversée parce que son frère était un escroc. Elle était bouleversée parce que je l'avais exposé. Parce que dans son esprit, protéger l'image de la famille était plus important que de protéger la dignité de son mari. Excuse-toi auprès de Maxime, dit Laure, la voix montant dans les aigus. Excuse-toi tout de suite d'avoir porté ces accusations. Ce ne sont pas des accusations, dis-je. Ce sont des faits, et je ne m'excuserai pas. Alors sors, dit Laure, le visage rouge de colère. Si tu ne peux pas t'excuser auprès de mon frère, sors de ma maison. La pièce redevint silencieuse. Tout le monde nous regardait. Ta maison, dis-je doucement. La maison qu'on a achetée ensemble. La maison dont je paie la majorité du crédit depuis 6 ans. Notre maison, corrigea Laure. Et je te dis de partir si tu ne peux pas t'excuser. J'ai regardé autour de la table une dernière fois, ces gens qui avaient regardé Maxime me démolir pendant des années sans rien dire. Cette famille qui valorisait l'image plus que l'intégrité, ma femme qui choisissait son frère plutôt que son mari, même maintenant. Je ferai mes valises demain, dis-je. Tu peux garder la maison. Je ferai contacter mon avocat pour le divorce. Le visage de Laure devint pâle. Le divorce? Guillaume, je ne voulais pas dire. Si, tu le voulais, l'interrompis-je. Tu pensais exactement ce que tu as dit. Tu ne pensais juste pas que je partirais vraiment. Je suis sorti de cette maison et je ne me suis pas retourné. J'ai conduit jusqu'à un hôtel, j'ai pris une chambre et je suis resté assis sur le lit à fixer le mur pendant environ 3 heures, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Mon mariage était fini. 8 ans partis en fumée. Pas à cause d'une trahison dramatique, mais parce que j'avais enfin décidé de me défendre. Le lendemain matin, je suis retourné à la maison pendant que Laure était chez ses parents, probablement en train de se faire consoler et de s'entendre dire que j'étais le méchant de l'histoire. J'ai emballé mes vêtements, mes affaires personnelles, mes documents importants. J'ai laissé tout le reste, les meubles, la décoration, tout ce qu'on avait accumulé ensemble. Je ne voulais rien de tout ça. Chaque objet était un rappel d'une vie que j'avais mal vécue. J'ai loué un petit appartement à l'autre bout de la ville. Le genre d'endroit fonctionnel mais impersonnel. Murs nus, meubles basiques, rien qui ne demande un investissement émotionnel. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Les retombées de ce dîner furent spectaculaires. En une semaine, Diane avait demandé le divorce. Il s'est avéré que l'affaire du fonds de pension était encore pire que je ne le pensais. Maxime n'avait pas seulement obtenu des prêts de faveur. Il avait activement siphonné de l'argent via des sociétés écrans.
Lorsque l'enquête a commencé, elle a mis au jour des années de manipulation financière. La société de Maxime s'est effondrée en un mois. Son beau-père a fait face à des accusations criminelles. Toute l'affaire a fait la une de la presse économique locale, avec photos d'identité judiciaire et tout le reste. L'enfant chéri de la famille exposé comme un escroc. Mais voici ce qui m'a vraiment surpris. Environ 2 semaines après mon déménagement, Cédric, le mari d'Amandine, m'a appelé. « Guillaume, dit-il, il faut que je te dise quelque chose. Je voulais le dire à quelqu'un depuis des années, mais j'avais trop peur de ce que ça ferait à la famille. »« Qu'est-ce qu'il y a ?» demandai-je. « Maxime fait ça depuis des années, pas juste le truc du fonds de pension. Il manipule tout le monde dans cette famille depuis toujours, mentant, exagérant son succès, s'attribuant le mérite du travail des autres. Je l'ai vu faire des dizaines de fois, mais chaque fois que j'essayais de dire quelque chose, la famille faisait bloc autour de lui. Il me disait que j'étais jaloux ou que je ne comprenais rien aux affaires ou que je devrais être plus solidaire. « Pourquoi tu me dis ça maintenant ?» demandai-je. « Parce que tu es la première personne à lui avoir tenu tête, dit Cédric. Et je voulais que tu saches que tout le monde dans cette famille ne pensait pas que tu étais le problème. Certains d'entre nous voyaient exactement ce qui se passait. Nous étions juste trop faibles pour faire quoi que ce soit. » Cette conversation m'est restée. Ce n'était pas juste à propos de Maxime. C'était à propos de tout un système familial qui avait permis son comportement pendant des décennies. Et Laure avait été élevée dans ce système, avait appris que protéger l'image de la famille était plus important que de dire la vérité. Le divorce a pris 4 mois pour être finalisé. Laure a essayé d'obtenir la maison, les économies, tout. Elle disait que j'avais détruit sa famille et que je lui devais dédommagement. Son avocat a même essayé d'argumenter que ma révélation au dîner constituait une forme de violence psychologique. Mais j'avais un bon avocat aussi. Et plus important encore, j'avais des preuves de tout, les paiements du prêt immobilier que j'avais effectué, la part plus importante des factures que j'avais couvertes, le fait que Laure avait dépensé des milliers d'euros dans les investissements de son frère au fil des ans sans me le dire. Quand tout a été exposé au tribunal, il est devenu clair que j'avais porté le poids financier de notre mariage, tandis que Laure et sa famille m'avaient traité comme un distributeur de billets ambulants qui devait être reconnaissant de ce privilège. Nous avons tout partagé à 50-50e, ce qui signifiait que je suis reparti avec plus de la moitié de ce que j'avais investi. Mais je m'en fichais. Je voulais juste que ce soit fini. La partie vraiment intéressante est arrivée environ 6 mois après la finalisation du divorce. Je suis tombé sur Michel, la mère de Laure, au supermarché. Je ne l'ai presque pas reconnue au début. Elle avait l'air plus vieille, fatiguée, comme si elle avait pris 5 ans en 6 mois. « Guillaume, dit-elle doucement en me voyant. On peut parler une minute ? » Nous sommes restés là, au rayon fruits et légumes, entourés de gens qui choisissaient des pommes et débattaient de la fraîcheur des tomates, et Michel m'a dit quelque chose que je n'aurais jamais cru entendre. « Tu avais raison, dit-elle, à propos de Maxime, à propos de tout. Robert et moi, on savait que quelque chose clochait depuis des années, mais on ne voulait pas le voir. On l'a élevé en lui faisant croire qu'il était spécial, que les règles ne s'appliquaient pas à lui comme aux autres, et on l'a laissé se détruire. « Pourquoi vous me dites ça ?» demandai-je. « Parce que tu méritais mieux, dit Michel, les larmes aux yeux. De la part de nous tous, mais surtout de Laure. Elle avait tellement peur de nous décevoir, de ne pas être à la hauteur de ce qu'on attendait, qu'elle a oublié d'être une partenaire pour toi. Et le temps qu'elle réalise ce qu'elle avait perdu, c'était trop tard. »« Comment va Laure ?» demandai-je, me surprenant moi-même avec cette question. « Seule, dit simplement Michel. Elle est revenue vivre chez nous pendant un moment, mais ça n'a pas marché. Trop de souvenirs, trop de dégâts. Elle vit dans un petit appartement maintenant, travaille de longues heures, ne voit personne. Je crois qu'elle essaie de découvrir qui elle est sans que nous lui dicte sa conduite. » J'ai ressenti un pincement au cœur. Pas exactement du regret, mais de la tristesse pour ce qui aurait pu être si nous avions été des personnes différentes. « J'espère qu'elle trouvera, dis-je. Et je le pensais vraiment. « Guillaume, dit Michel alors que je commençais à m'éloigner. Je sais que ça ne change rien maintenant, mais je suis désolé pour ce que Maxime t'a fait, pour ce que nous avons tous fait en le permettant. Tu méritais une famille qui te soutienne, et nous t'avons laissé tomber. » J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler, et je suis parti. Cette conversation m'a apporté une forme d'apaisement dont je ne savais même pas que j'avais besoin.
Voici ce que j'ai appris de toute cette expérience. Parfois, les gens qui prétendent vous aimer le plus sont ceux qui vous abîment le plus. Pas par des trahisons dramatiques, mais par de petits échecs répétés encore et encore. Laure n'a pas eu d'aventure. Elle ne m'a pas volé. Elle ne m'a pas battu. Elle a juste échoué à me défendre quand ça comptait le plus. Et cet échec, multiplié par des centaines de dîners de famille, de réunions et de conversations, a lentement érodé notre mariage jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à sauver. J'ai aussi appris que la loyauté familiale est complexe. La famille Mercier a fait bloc autour de Maxime pendant des années parce que c'est ce que les familles sont censées faire, protéger les leurs. Mais quelque part en chemin, ils ont oublié que la protection ne devrait pas signifier permettre les mauvais comportements. Le véritable amour, la véritable loyauté, c'est tenir les gens responsables quand ils ont tort. C'est avoir des conversations difficiles. C'est parfois choisir la vérité plutôt que le confort. Aujourd'hui, je vais mieux qu'avant. J'ai eu une promotion au travail, assez ironiquement. Mon patron m'a dit que je semblais plus concentré, plus confiant. Quoi que vous ayez changé dans votre vie personnelle, a-t-il dit, ça marche. J'ai recommencé à faire des rencontres, même si j'y vais doucement. J'ai rencontré une femme nommée Sarah qui est professeure de physique-chimie au lycée. Elle est brillante, drôle, et quand je lui ai raconté l'histoire de ce dîner, vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit que Maxime avait l'air d'un petit garçon peu sûr de lui qui n'avait jamais grandi, et qu'elle était désolée que j'ai perdu 8 ans avec quelqu'un qui ne pouvait pas apprécier ce qu'elle avait. Sarah gagne environ 40 000 € par an, ce qui selon les critères de Maxime ferait d'elle une ratée encore pire que moi. Mais elle fait un travail qui compte, formant de jeunes esprits, inspirant la prochaine génération de scientifiques et d'ingénieurs. Et elle trouve mon travail fascinant. Elle me pose réellement des questions sur mes projets, veut comprendre les détails techniques. C'est une chose si simple, mais après des années à voir ma carrière rejetée comme étant un médiocre, avoir quelqu'un de véritablement intéressé par mon travail me semble révolutionnaire. Je pense encore alors parfois. Je me demande si elle repense à ce dîner, au moment où tout s'est effondré. Je me demande si elle regrette de ne pas avoir fait d'autre choix. Mais surtout, je suis juste reconnaissant d'avoir fini par me défendre. Reconnaissant d'avoir quitté une situation qui tuait mon esprit à petit feu. Maxime fait face à des poursuites judiciaires maintenant. L'enquête sur le fonds de pension a révélé tellement de fraude qu'il passera probablement la prochaine décennie en prison. Son beau-père a accepté un plaidé coupable et a pris 5 ans. Diane a déménagé dans une autre région avec leurs enfants, a changé de nom, essayé de recommencer loin du scandale. Et moi? Je suis assis dans mon petit appartement dont j'ai doucement fait un foyer. J'ai ajouté quelques œuvres d'art, acheté de meilleurs meubles, je me le suis approprié. Ce n'est pas grand ni impressionnant. Maxime le qualifierait probablement de médiocre, mais c'est honnête. C'est mérité, et c'est assez. Parce que voici la dernière chose que j'ai apprise. Assez est en fait un mot magnifique quand on y réfléchit vraiment. Assez signifie que vos besoins sont comblés. Assez signifie que vous ne courez pas constamment après plus. Assez signifie que vous pouvez être content de ce que vous avez tout en travaillant vers ce que vous voulez. J'ai toujours été assez. Ma carrière a toujours été suffisante. Mon revenu a toujours été suffisant. Le problème n'a jamais été moi. Le problème était d'être entouré de gens qui s'étaient convaincus que assez ne serait jamais acceptable. Qu'il fallait être exceptionnel ou n'être rien. Ce dîner a détruit mon mariage, exposé une conspiration criminelle et fracturé une famille. Mais il m'a aussi libéré d'une vie que je n'étais pas censé vivre. Parfois, la destruction est la première étape vers la construction de quelque chose de mieux. Parfois, il faut brûler complètement l'ancienne vie avant de pouvoir repartir à neuf. Si vous êtes dans une relation où vous avez constamment l'impression de ne pas être assez, où votre partenaire laisse les autres vous manquer de respect, où la loyauté familiale signifie tolérer les abus, je veux que vous entendiez ceci, vous êtes assez. Votre carrière est suffisante. Votre revenu est suffisant. Votre vie est suffisante. Et quiconque ne peut pas voir ça ne mérite pas une place dans votre histoire. Levez-vous. Partez si vous le devez. Choisissez-vous. C'est terrifiant. Je ne vais pas mentir. Ce soir-là, quand je suis sorti de la maison des Mercier, je n'avais aucune idée de la suite. Pas de plan, pas de filet de sécurité,
juste la certitude que je ne pouvais pas rester là où je n'étais pas valorisé. Mais avec le recul, quitter ce dîner a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Pas seulement à cause de ce que j'ai laissé derrière moi, mais à cause de ce vers quoi j'ai marché. Une vie où je n'ai pas à m'excuser d'être exactement qui je suis. Une vie où passer est célébré, pas critiqué. Une vie qui est la mienne, construite selon mes termes avec des gens qui m'apprécient vraiment. La pièce est devenue silencieuse quand j'ai prononcé cette phrase au dîner. Mais ma vie a été tout sauf silencieuse depuis. Elle a été pleine de croissance, de changements, de leçons difficiles et finalement de paix. Le genre de paix qu'on ne trouve que lorsqu'on arrête d'essayer de répondre aux normes impossibles des autres pour commencer à vivre selon ses propres valeurs. Alors non, je ne me suis jamais excusé auprès de Maxime et je ne le ferai jamais. Certaines personnes ne méritent pas vos excuses. Certaines personnes méritent exactement ce qui leur arrive. Et parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de refuser de vous excuser pour avoir dit la vérité, peu importe qui cela offense. C'est mon histoire. Le dîner qui a tout changé. Le mariage qui s'est terminé, la vie qui a commencé. Je ne regrette plus rien de tout ça. Je suis enfin assez, exactement tel que je suis. Si cette histoire a résonné en vous, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire sur votre propre expérience où vous vous êtes défendu. Et souvenez-vous, vous êtes assez. Vous avez toujours été assez. Quiconque ne peut pas le voir est celui qui a un problème, pas vous.